écouter ce ronron. C'est pas le ronron d'un chat heureux, ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui commence l'épisode numéro 3, la méthode charbonnier. Alors il faut savoir, là ça fait la deuxième fois que je tourne parce que j'ai fait la vidéo mais j'ai oublié d'allumer le micro. Hein. C'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Donc c'est bien. Je recommence, ça veut dire qu'elle sera encore mieux que la précédente. La méthode charbonnier. De quoi il s'agit? Je vais essayer de l'expliquer en quelques minutes, sachant que c'est pas simple, c'est quand même une méthode qui se fait sur 12 séances, on apprend beaucoup de choses et j'ai pas envie de spoiler en fait. Du coup, je vais beaucoup m'inspirer de ce que tu peux retrouver sur le site d'André Charbonnier que je vais mettre dans la description là. Je vais reprendre un peu ce qu'il dit, quoi, grosso modo, pour expliquer de quoi il s'agit sans entrer trop dans les détails, pour que tu puisses découvrir aussi par toi-même. Alors, André Charbonnier, il s'est inspiré de sa propre histoire pour mettre en place cette méthode. Donc c'est quelqu'un qui est relativement lambda, on va dire. Il avait une femme, des enfants, un boulot, mais un passé relativement tumultueux. Et voilà, il y a un certain mal-être en lui qu'il ne comprenait pas. Il a fait 7 ans de psychanalyse et un soir, il a fait un rêve où toutes les pièces du puzzle se sont un peu mises en place. Il a commencé à mettre en place sa propre méthode, par lui-même, en fait, pour lui à la base. Il a eu toute une étape, il a eu tout un procédé dans sa vie. Et il a réussi enfin à se libérer de tous ses blocages et d'être finalement celui qu'il avait toujours envie d'être, celui qu'il était au plus profond de lui sans toutes ses peurs et ses blocages. Voyant comment ça a super bien fonctionné sur lui, je crois c'est depuis 2001, il a vraiment cherché à mettre en place une méthode qui puisse convenir à tout le monde et une manière du coup de se libérer, de comprendre ce qui se passe en nous, comment fonctionne notre mental de manière assez rapide et efficace. C'est comme ça qu'est née la méthode qui à l'époque s'appelait Festen parce qu'elle s'inspire du film de Thomas Vinterberg, un film danois qui s'appelle Festen. Et aujourd'hui, c'est la méthode Charbonnier. Du coup, en quoi elle consiste cette méthode? André Charbonnier a découvert, et enfin, c'est comme ça qu'il l'explique, c'est que quand on vient s'incarner sur Terre, il y a deux vérités qui sont inscrites au plus profond de nous, c'est que maman égale amour et papa égale sécurité. Quand on arrive sur Terre, on est totalement, et quand on est bébé, on est totalement dépendant. En fait, c'est une question de survie, que papa assure notre sécurité, que maman assure notre l'amour, le côté affectif. Donc, si en tant qu'enfant, on venait à percevoir que maman n'égale pas toujours amour et papa n'égale pas sécurité, c'est pour le mental un danger de mort. Il ne peut pas croire ça. Donc, il va mettre en place des stratagèmes. Et dans ces stratagèmes, qu'est-ce qu'il va mettre en place? C'est des mensonges qu'on va se créer pour que on s'accuse soi-même de chaque chose qu'on subit, notamment avec ses parents. Par exemple, si un enfant est battu, eh ben, il ne va pas pouvoir se dire que c'est son père le fautif dans l'histoire. Il va se dire que si papa me tape dessus, c'est parce que je le mérite, d'une façon ou d'une autre. En fait, le mental, on le voit souvent comme le grand méchant et ce n'est pas du tout le cas. Il a vraiment mis ça en place pour nous protéger parce qu'à l'époque, ça aurait été hyper traumatisant en fait de se rendre compte que les vérités qui sont inscrites en nous ne sont pas toujours vraies dans la vie de tous les jours, quoi. Donc par exemple, ça peut être, j'ai donné l'exemple du père qui tape son enfant, mais ça peut être une mère qui, tu casses un objet et commence à crier dessus parce que, je sais pas, peut-être que pour elle, l'objet c'était quelque chose d'important ou juste qu'elle est fatiguée, excédée, ou peu importe, il y a plein de raisons, mais voilà, elle te crie dessus, elle s'énerve contre toi, donc elle manque d'amour à ce moment-là, en tout cas c'est comme ça que tu le perçois, sauf que justement pour éviter que tu le perçoives comme ça, tu vas dire « oulala, si maman ne m'aime plus, là tout de suite, c'est de ma faute, c'est parce que je fais pas assez attention aux choses. » Et hop, tu remets ça sur toi. Alors comment on fait pour croire à nos mensonges? Parce qu'en fait quand un petit enfant ne peut pas croire qu'il est mauvais ou qu'il est coupable. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de lui, il n'est que pureté. Alors certes, on hérite aussi de ce bagage un peu énergétique, des ancêtres de passé, de génétique, etc.
Mais en soi, on est vraiment extrêmement pur quand on est petit, on est encore très innocent. Et pour ceux qui croient en la réincarnation, etc., on vient aussi de cet espace tout juste d'entre-deux vies qui est rempli d'amour. En fait, on a encore ça en nous très très marqué. Donc, pour parvenir à y croire quand même à ces mensonges, eh ben, il va s'appuyer sur un fait terrible et désolant. C'est que si sa mère manque d'amour, c'est qu'une partie d'elle ne l'aime pas. Et si son père manque de sécurité, c'est qu'une partie de lui ne l'aime pas. Et donc, il va transférer en lui ces parties de ses deux parents, du coup. Il prend ces morceaux, en fait, qui ne l'aiment pas. Parce que dans sa tête, si ses parents l'aimaient, eh ben, il l'aimerait à 100% et il n'y aurait pas de défaillance, en quelque sorte. Donc il prend ces parties en lui et du coup celui-ci devient comme un relais à l'intérieur de lui. Et du coup une fois que ce transfert est fait, il peut sentir à l'intérieur de lui cette indignité de se dire je ne mérite pas en fait l'amour de maman ou je ne mérite pas l'amour de papa. Donc à chaque fois que tu as subi en fait un manque d'amour, un manque de sécurité, tu as pris un petit morceau de tes parents à chaque fois et tu as mis en place des mensonges. Et finalement, tu peux croire que les décisions que tu prends et les gens que tu rencontres, etc., viennent de toi, alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont inconsciemment dirigés par ton mental, basés sur ces peurs, en fait. Si tu te dis que tu es nul parce qu'un jour ton père t'a dit que tu étais nul et tu t'es dit je vais le croire, il a raison, c'est mon père, et bien tu vas peut-être inconsciemment tout mettre en place dans ta vie pour te prouver que tu as raison, que tu es nul, alors que ce n'est pas le cas. C'est hyper intéressant. Et après, la méthode, elle t'aide un peu à te rendre compte à tous les moments où tu commences à faire ça et quel mensonge, du coup, tu as mis en place. Du coup, après, il y a une étape importante, c'est que, en gros, ce qui se passe, c'est que les premières, il y a 12 séances en tout. Les 6 premières, tu vas écrire d'abord une lettre à tes parents, où là, tu te lâches, tu dis tout ce que tout ce qu'ils ont fait qui t'ont blessé, tu essaies vraiment d'être le plus sans filtre possible. Voilà, t'essaies pas de trouver des excuses, t'écris tout ce qui te vient. Et à partir de là, en fait, tu peux t'inspirer. À partir de là, si tu es avec un accompagnant ou même si tu le fais tout seul, tu reviens sur ces événements pour les comprendre, pour dire ce jour-là, quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti ça. Aujourd'hui, je comprends que. Voilà. Là, c'est super intéressant d'avoir l'aide soit du livre, là, Festen, la méthode, hop. Qui te permet de faire ce travail tout seul ou sinon d'être avec un accompagnant. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'être avec un accompagnant personnellement. Après, chacun différent. Il y en a qui sont peut-être très très à l'aise rien qu'avec le livre. Je te conseille aussi, tant que je suis sur les livres, de lire ce livre aussi, Plus de peur que de mal, qui explique très bien les bases. Et il a fait un autre livre qui s'appelle Se libérer de la souffrance et construire son bonheur, qui est aussi très intéressant. Voilà, ça c'était le petit passage livre d'André Charbonnier. Donc tu écris tes chapitres, et quand tu as écrit tes chapitres, vient le moment de la cérémonie. Alors la cérémonie, c'est le moment où tu vas lire tous tes chapitres devant 3 témoins, et si tu peux, devant tes parents. Il n'est pas obligé qu'ils soient là, ça peut être des photos. Voilà. Et pendant cette cérémonie, tu vas lire tous ces chapitres à voix haute, tu vas rendre ces parties de ta mère et ces parties de ton père qui ne t'appartiennent plus. Et voilà, tu vas, pouf, je ne sais pas, claquer des doigts. Enfin, ouais, non, je ne sais pas trop, celui-là encore moins. Et tu vas enfin te libérer du coup de tout ça. Pourquoi la cérémonie c'est important? Parce qu'autant toute la méthode, elle va te faire vraiment comprendre des choses de base, ton mécanisme mental, psychologique, etc. Et je trouve ça passionnant et vraiment ça t'aide vraiment à comprendre. Mais ce qui va rendre la chose aussi incroyable, c'est justement cette cérémonie, ce rituel. En fait, le rituel était très très présent, notamment dans certaines tribus, et je pense nous aussi à une époque, mais on l'a perdu avec le temps. Mais le rituel c'est vraiment une façon assez puissante d'enclencher C'est un moyen d'utiliser une force de transmutation qui crée une puissance alchimique qui favorise en fait le passage d'un état à un autre. On peut voir, il y en a qui faisaient des rituels de passage de l'enfance à l'adulte, les mariages. Il y a des gros rituels qui... En fait, c'est vraiment au niveau symbolique. C'est ça qui va venir inscrire la nouveauté dans ton corps. C'est vraiment hyper important, en fait, les rituels. On devrait en faire beaucoup plus souvent. C'est vraiment, ça marque un point. C'est genre, aujourd'hui, je me libère. Donc, je marque ce moment. Tu peux faire aussi des petits rituels avant de commencer chaque chose, ne serait-ce que quand tu as, je ne sais pas, un examen, une vidéo à faire, prendre la parole en public. Mettre au point un petit rituel rien que pour toi,
pour te mettre dans cet état de préparation. Ok, là je fais ça, ça veut dire que je suis prête à aller parler en public, je suis prête à faire un effort incroyable, je suis prête à... Voilà, ça peut être des choses comme ça quand il y a des choses assez importantes que tu souhaites faire dans ta vie. Donc voilà, l'importance de la cérémonie. Après, tu as 6 autres séances à faire où en fait tu manifestes ta liberté. Par exemple, tu veux te libérer de ta peur d'aller nager, et bien il faut que tu ailles nager. C'est le moment où tu dois faire preuve d'audace. Et ça, c'est la partie la plus importante en fait dans la méthode Festen. Tu as tout compris, tu t'es libéré, et bien maintenant, il faut oser. Si tu avais peur d'aller aborder des filles, des garçons, que tu avais peur, je sais pas, de parler en public, pour moi, par exemple, j'ai eu plein de choses, mais là, récemment, c'est faire des vidéos, chanter en public, j'en sais rien, en fait, plein de choses comme ça. Et ben, il faut que tu oses, il faut que tu fonces et que enfin tu te libères. Et c'est génial hein, quand tu le fais. C'est dur hein, au début d'oser, c'est pas facile. C'est pas facile, mais en fait, petit à petit, voilà, t'apprends à réellement te libérer. Donc, c'est l'étape la plus... elle est sympa. Elle est sympa, en plus, elle est un peu plus basée sur l'énergétique, un peu, la spiritualité, mais elle peut quand même convenir à tout le monde, quoi. La méthode Festen, elle est très terre-à-terre comme thérapie, mais elle est aussi un peu ésotérique sur certains points. Mais quelque part, quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, eh ben, ça peut lui convenir, et quelqu'un qui est là-dedans, je pense que ça lui parlera beaucoup. Je la trouve vraiment complète et ouverte, et pour ça, je la trouve géniale. Alors moi, je ne suis pas du tout accompagnante, j'aimerais bien, mais la formation est assez chère, donc pour le moment, je ne le suis pas. J'en parle quand même parce que je trouve qu'elle est géniale et je m'en inspire beaucoup en fait. Déjà de 1, personnellement, dans ma vie de tous les jours, tous les outils que j'ai appris dans Festen, je l'ai vraiment appris à l'étudier, j'ai vraiment appris à les utiliser au quotidien et je m'en sers tout le temps. Et quand j'ai des patients et autres, je les utilise aussi beaucoup pour donner des conseils, pour leur expliquer des choses parce que je la trouve vraiment superbe, quoi. Et puis s'ils ont envie, je les invite à faire la méthode aussi avec quelqu'un d'autre, quoi. Alors maintenant, je vais venir à la partie numéro 2. Alors je vais regarder. Elle va être longue cette vidéo. Je vais essayer de faire court pour la suite, mais c'était important que j'explique bien les bases de la méthode parce qu'elle est tellement chouette. Alors après, moi, qu'est-ce qu'elle m'a apporté personnellement? Tout d'abord, elle m'a apporté la responsabilité, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à aller très mal, et qu'en plus j'ai commencé Festen, et qui m'expliquait toute cette histoire de maman égale amour, papa égale sécurité, et ben je suis rentrée dans une colère envers mes parents. En fait, j'ai cherché absolument à trouver un coupable à mon malheur. Donc c'est à cause de la mort, c'est à cause de l'univers, c'est à cause du mystère, c'est à cause de la vie. Et ben non, là c'est à cause de mes parents. S'ils avaient été mieux, et ben peut-être que je serais pas dans cet état. J'étais vraiment dans ce côté de j'accuse. J'accuse, c'est la faute à quelqu'un, je vais trouver les coupables. Sauf que petit à petit, en me libérant, en parallèle, j'avais fait le Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Je vous invite à regarder, je noterai le nom en dessous, mais c'est intéressant, je faisais cet exercice. Et bien en fait, j'ai commencé tout simplement à ouvrir mon cœur et à regarder la scène d'au-dessus. Et en regardant la scène d'au-dessus, je me suis rendu compte que certes, j'ai pu subir des choses qui m'ont marqué dans la vie, qui ont été pas simples, mais en même temps, aujourd'hui, là maintenant, qui décide de mon bonheur? C'est moi, en fait, c'est à moi de décider ce que je souhaite faire de mon passé. Est-ce que je souhaite maintenir de la colère, de la rancune, et des regrets, de la frustration et tout ça, ou est-ce que je décide de le vivre de vivre ce passé de manière totalement épanouie, en paix, enfin voilà, de juste constater ce passé et d'en tirer de la force, tout simplement, en tirer des enseignements et être finalement heureuse. Parce que quelque part, mon bonheur ne dépend que de moi. Je peux accuser n'importe qui, mais c'est ma perception des choses qui va faire que ça me rend triste ou non. Par exemple, j'aimais bien prendre l'exemple de ma peur de la mort parce que c'est une des premières prises de conscience que j'ai eues, c'est que moi, ça me terrifiait. Et je me suis rendu compte que d'autres, pas du tout. Et je me suis demandé, mais c'est quoi la différence entre ceux qui en ont peur et pas? C'est leur perception. Pourquoi moi, j'en ai peur? Et
je me disais que si j'avais une perception positive de tout, même des choses qui me font le plus peur, eh ben, j'aurais peur de rien, je serais heureuse. Peu importe ce qui se passe. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye d'expliquer, mais voilà, c'était une prise de conscience de me dire qu'aujourd'hui, ça dépend que de moi si j'ai envie de rester dans cette colère ou si j'ai envie de m'en libérer, si j'ai envie de rester dans cette peur ou si j'ai envie de m'en libérer. Et au début, c'était pas évident parce que ça me faisait peur d'avoir ce pouvoir quelque part. Parce que si j'arrive pas à être heureuse, si j'arrive pas à me sortir moi-même de cet état, en fait, si c'est pas la faute des autres, ça tient qu'à moi. Est-ce que j'en suis capable? Et ça, pour moi, c'était une grosse responsabilité qui m'a fait peur longtemps, mais qui était finalement, je trouve, très juste. Après, par rapport à mes parents, j'ai aussi lâché beaucoup de colère quand pareil, j'ai regardé la scène de haut. Et j'ai regardé mes parents plus en tant que parents. J'étais plus la petite fille qui regarde ses parents pleine de, je sais pas, d'attentes, etc. Mais j'étais cette adulte totalement séparée d'eux, en quelque sorte, et je les regardais en tant que personne. Et je me disais, mais eux aussi, ils ont leur blocage, ils ont leur peur, ils ont peut-être fait de leur mieux. Eux aussi, ils ont eu des parents qui, quelque part, leur ont pas apporté autant d'amour et de sécurité qu'ils auraient voulu quand ils étaient enfants. Et leurs parents... ont été pareils, etc. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de coupable. C'est qu'à un moment, il y a des choses qui se sont passées et ça fait un effet boule de neige. Mais disons que même le premier parent qui a manqué d'amour ou de sécurité, ça se trouve, c'était pas du tout négatif. Je sais pas, ça peut être un événement de la vie. Je sais pas, j'imagine, on est à une époque hyper reculée. Aux prémices de l'humanité, je sais pas, il y a une mère, elle prend soin de son premier enfant qui se fait bouffer par un lion parce que la vie c'était comme ça, j'en sais rien. Et peut-être ça la marque tellement ce traumatisme de ne pas avoir réussi à le sauver, peut-être le père et tout ça, ils ont un deuxième enfant et en fait ils n'arrivent plus, tellement ils ont été traumatisés par la première histoire, et à partir de ce moment-là, ils n'arrivent plus à lui donner autant d'amour et de sécurité parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre du premier événement et lui n'aura pas d'amour et de sécurité, donc il saura moins en donner au prochain et ça fait effet boule de neige. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je me dis en fait il n'y a pas vraiment de coupable, il y a juste des gens à un moment donné qui ont été blessés, qui ont manqué d'amour, voilà. Et puis la plupart des gens qui sont malheureux ou qui font des choses pas très chouettes, c'est que en fait ils ont manqué d'amour pour la plupart. Ça vient de là, d'amour et de sécurité. Et c'était une prise de conscience assez forte parce que ça m'a forcé un peu à regarder toutes les personnes sous cet œil. Et toutes les personnes, même les personnes qu'on considère monstrueuses parce qu'ils ont commis des actes terribles, etc. Et en fait, je pense que quand on les regarde avec une perception différente, avec beaucoup de hauteur, en essayant de voir la scène, de voir tous les éléments de la scène, on comprend mieux ce qui se passe et on n'arrive plus à les juger. Je dis pas qu'après on accepte ou voilà, on trouve ça normal, etc. Non, mais en fait je trouve que ça permet de se libérer de cette colère et de ce jugement qui est quelque part hyper nocif pour tout le monde et de voir la scène sous un autre angle et se dire bon, ok, c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut l'aider réellement? Comment est-ce qu'on peut l'aider au point que en fait, les choses terribles qui se produisent, que ce soit les viols, les meurtres, les tortures, enfin je sais pas, les séquestrations, toutes les choses comme ça, est-ce qu'au lieu de juger, porter un jugement super dur, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être trouver un moyen de leur apporter une réelle aide psychologique pour tout simplement les guérir réellement? Et si on les guérit réellement, pour moi, ça guérira le reste des générations et ça évitera que ces choses se reproduisent. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'aimerais. Mais voilà, les choses ne sont pas toujours si simples et que des fois, de toute façon, on n'a pas le temps, pas les moyens et qu'il faut quand même agir rapidement des fois pour éviter que les personnes soient en danger ou mettent en danger toute personne. On est d'accord là-dessus. Mais c'est intéressant en fait, j'ai trouvé d'avoir cette forme d'ouverture de cœur et de pouvoir regarder les scènes et les personnes vraiment sous un autre angle et pas me laisser envahir par mes peurs et par mon mental et par mes jugements et d'avoir vraiment finalement un regard assez neutre mais tout en restant juste, tu vois, pas en trouvant les choses, je sais pas, je vais pas
disons que si je vois une scène où quelqu'un tabasse une autre personne, je vais pas me dire oh, c'est normal, c'est juste qu'il manque d'amour. Non, bah, je trouve ça horrible, faut pas que ça arrive. Mais après, je vais pas non plus me nourrir de colère envers ces personnes. Je vais comprendre je vais essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour qu'ils soient arrivés à commettre ce genre d'acte. Et après, je me dirais, bah, comment on pourrait l'aider pour que ça se reproduise plus et que si, voilà, plus on guérira les personnes, bah, moins il y aura de cas comme ça. Enfin, c'est ce que je crois, tout du moins. Et dans la même chose, j'avais vu une vidéo sur une nana qui a vécu le massacre au Rwanda, je ne sais plus en quelle année. Et voilà, elle a vu toute sa famille se faire massacrer devant elle. Elle a failli se faire massacrer elle aussi par même personne qui était d'ailleurs son professeur. Et elle raconte que quand elle se cachait et qu'ils étaient à deux doigts de la trouver mais ils ne l'ont pas trouvée, eh ben, elle était vraiment partagée entre cette rage et ce choix de faire la paix. Et dans la vidéo, elle en parle super bien de ce moment où elle a dû faire ce choix de est-ce que je rentre dans cette rage et cette colère et ce dégoût envers eux, ou est-ce que je décide de faire la paix? Elle a choisi plutôt d'être dans cette paix, dans cet amour, et bon, bah, tout ça, enfin, toute cette histoire s'est un peu réglée, et un jour, on lui a proposé d'aller rendre visite à cet homme qui a massacré toute sa famille, en lui donnant d'ailleurs une arme, en lui faisant comprendre que si elle avait envie de le tuer, elle pouvait. Et elle a décidé de déposer l'arme et de dire à cet homme « je te pardonne ». Et du coup, bon là... En gros, c'est plutôt le gardien qui t'a quoi, mais pourquoi tu l'as dit ça, non mais qu'est-ce que tu fais, t'as vu ce qu'il a pas avec ta famille, voilà, qui a trouvé pas ça normal qu'elle pardonne quelqu'un qui a massacré tous les gens qu'elle aime. Mais en même temps, je trouve cette histoire super forte, quoi. C'est parce qu'elle a décidé de voir les choses sous un autre angle, elle a compris qu'il se laissait totalement influencer par les croyances des autres, enfin, il y avait tout un tas, alors c'est pas accepter que les choses arrivent et du coup leur donner moins d'importance, c'est juste avoir un regard un peu plus élevé pour pas rentrer en fait dans les émotions primaires, dans cette colère et tout ça, parce que pour moi c'est pas comme ça qu'on va guérir les personnes et ni empêcher que les choses arrivent. C'est pas possible. En fait, ça fera que maintenir cette colère et cette frustration d'année en année, de génération en génération. Alors que si on commence à vraiment chercher à comprendre les personnes, à les aider, à leur tendre la main, je pense que pour beaucoup d'entre eux, je ne peux pas dire tous parce que je ne connais pas tous les cas dans le monde entier, mais pour beaucoup, on pourrait leur permettre en fait de les libérer totalement de ces envies meurtrières ou de ces croyances qui les poussent à faire des actes terribles parce que pour eux c'est normal et ils ne se rendent même pas compte des fois de ce qu'ils font. Et en les libérant, on libérera les générations d'après, etc., etc. Enfin, c'est mon point de vue. C'est un peu divergé, mais la méthode Fessin, c'est vraiment ce regard que ça m'a permis d'avoir, en fait, d'être responsable envers mon propre bonheur et cette ouverture du cœur qui me permet de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur et essayer de moins en moins de rentrer dans cette colère. Après, je ne dis pas que ça m'arrive. Je suis humaine, quand je vois des trucs horribles, la première chose que voilà, je me dis c'est pas normal et voilà, bien sûr ça me marque, mais j'essaye de plus en plus de prendre la grandeur pour pas rester dans cette colère parce que pour moi rester dans la colère c'est totalement inutile à part envoyer des mauvaises ondes et m'envoyer des choses négatives à moi-même. Donc j'essaye de prendre de la hauteur et d'être plus dans la compréhension que dans la réaction. Ensuite, voilà, j'en ai parlé vite fait avant, donc j'ai juste faire ce point rapidement, que ça m'a réappris l'importance de la symbolique, des petits rituels, etc. Et de ce côté de commencer à oser faire les choses dont j'avais peur pour continuer à me libérer. Le troisième point, c'est de me poser toujours la question pourquoi. Quand je m'énerve dans une situation, pourquoi ça m'énerve? Ça m'énerve pour ça, d'accord, mais pourquoi? Et j'ai peur de quoi derrière? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, d'avancer comme ça, ça me permet vraiment d'avoir une auto-analyse qui me permet réellement de commencer à me comprendre sur des choses qui me font peur, en fait, de vraiment aller au fond. Et des fois, ça peut être hyper fort parce que ça m'oblige de rentrer dans l'émotion. En fait, je sens l'émotion, mais des fois, je sens que j'ai peur de y aller. Et en fait, d'essayer de me poser et de me dire pourquoi, c'est vraiment, allez, affronte ton émotion, ressens-la, et comprends-la et libère-la. Et généralement, ça peut être des fois assez fort. Je sais qu'il y a des fois des prises de conscience que j'ai eues et des peurs où je me suis relancée dedans et émotionnellement, c'était ça remuait. Mais par contre, une fois que c'était passé,
bah, elle était partie, quoi. Mais il faut d'abord oser. Et pour oser, en fait, le mental, il fait des stratagèmes pour t'empêcher d'aller voir ce qu'il y a vraiment. Et du coup, c'est là qu'il faut se poser et dire pourquoi et, aller. Et alors, des fois, le mental est trop fort. En tout cas, pour moi, ça arrive. Et c'est pour ça que je fais appel des fois à des thérapeutes. Je sens que j'ai un blocage, j'arrive pas à aller au fond. À chaque fois, mon mental, je le sens, une court-circuite. Et ben, j'ai besoin d'aller voir des thérapeutes qui m'aident à aller plus profond, en fait. J'ai besoin d'être accompagnée. Donc voilà, ça c'était le 3e point. Le 4e, bah, c'est lâcher prise. Là, c'est dans la 2e partie, on t'apprend vraiment à lâcher prise. Le vrai lâcher prise. Ça, c'est plutôt dans la 2e partie de la méthode où tu apprends notamment à faire des demandes à l'univers et qu'elles soient entendues en quelque sorte. Mais pour qu'elles soient entendues, tu dois apprendre à lâcher prise. Et c'est super marrant comme exercice. C'est vraiment de se dire, j'y arrive de mieux en mieux. C'est pas toujours le cas, hein, faut pas croire. Mais c'est vraiment de dire, ok, ça va bien se passer. Je fais cette demande, voilà, ma demande a été envoyée et maintenant je fais confiance. Et bon, c'est pas évident, j'y arrive pas tout le temps, il y a des choses des fois qui tiennent plus à cœur que l'autre, donc apprendre à lâcher prise, c'est un exercice de tous les jours, mais c'est une des choses que ça m'a commencé à apprendre et que je pratique au quotidien, enfin presque au quotidien, quoi. Et enfin, une certaine clarté d'esprit. En fait, je remarque que plus je me libère de mes blocages, de mes peurs et tout ça, et ben ma tête est moins embrouillée et j'arrive à voir les choses de manière plus distincte, plus juste, plus claire tout simplement. Et ça, c'est une sensation assez agréable. Donc voilà, ça m'a apporté cette clarté d'esprit. Donc pour résumer, responsabilité de mon propre bonheur et une ouverture du cœur, l'importance de l'art symbolique et des petits rituels, m'auto-questionner tout le temps pour aller vraiment voir ce qu'il y a au fond de mes peurs, au fond de mes émotions et une certaine intelligence émotionnelle, du coup accueillir ces émotions pour m'en libérer réellement. Le lâcher prise, apprendre aussi à faire confiance en la vie, à l'univers et du coup développer beaucoup mon intuition. Et enfin, une grande clarté d'esprit, pouvoir un peu, plus je me libère, plus les choses deviennent claires et plus j'ai confiance en mes ressentis aussi. C'est un peu, ça me recentre. Un 3e point que je souhaite aborder rapidement, c'est que j'avais lu des témoignages de personnes qui ont fait Festen et qui disaient « Ouais, moi ça m'a rien fait, je comprends pas pourquoi, etc. » Et du coup, je m'étais vraiment demandé, je voyais ces gens qui disaient ça et je me disais « Non, c'est tout, pourquoi ça fonctionne pas sur eux, etc. » Après, je suis dans leur vie, je sais pas quoi, je sais pas ce qui se passe dans leur vie, je sais pas ce qu'ils font, etc. Mais en fait, mon copain a fait la méthode en même temps que moi, à peu près, à quelques mois d'écart. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour moi, la méthode, si tu la pratiques pas, en fait, tu vas perdre ce que tu as acquis. C'est un peu comme si tu te mettais au sport pendant 6 mois, tu commences à avoir le corps que tu veux, tu commences à bien manger, à retrouver la santé, je sais pas quoi. Et au bout de 6 mois, tu te dis oh, « c'est pas mal » et tu arrêtes tout et tu recommences tes mauvaises habitudes en quelque sorte. Et ben tu vas perdre tout ce que tu as gagné pendant ces 6 mois et tu vas presque oublier et il faudra tout recommencer. En fait, pour moi, la méthode Festen, c'est pareil. Quand je l'ai terminée, j'avais acquis plein de connaissances, plein d'outils, plein de machins, mais mes réelles libérations se sont faites, ça va faire 1 an et demi, je crois que j'ai terminé. Je suis encore en train de me libérer de certaines choses. C'est un procédé qui est en fait long et je pense que c'est... Pour moi, ils le disent pas assez, ils préviennent pas assez, je trouve, ceux qui les... Enfin, je sais pas, je connais pas tous les accompagnants. Je sais que dans un des livres, il le dit, André, mais... Il devrait un peu plus le préciser qu'une fois que la méthode est terminée, ça ne veut pas dire que ça y est, tu es libéré tout. Non, c'est un travail de tous les jours. C'est vraiment apprendre à avoir une introspection, c'est apprendre à avoir l'audace, c'est continuer à travailler sur ses peurs et tout ça. Donc oui, une fois que tu as terminé, il ne faut pas s'attendre. Enfin, quoique, ça dépend des personnes. Il y en a, c'est incroyable dès le début et il y en a, c'est plus long. Moi, ça a été plus long. La méthode s'est terminée, j'avais toutes ces connaissances, mais par contre, j'ai senti qu'il a fallu encore des mois et des mois pour vraiment me libérer plein de choses, pour améliorer tout ce que j'avais appris. Et ça continue en fait. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. La méthode, ça peut être pour certains miraculeux et juste en elle-même, ça peut suffire. Mais il faut quand même se mettre en tête que c'est un style de vie presque intégré en fait. Que c'est vraiment des outils super et top que tu vas avoir, mais que c'est à pratiquer régulièrement quoi. C'est magique, mais pas totalement non plus, quoi.
Et ça, c'est un peu, je trouve, ce qui est dommage dans la société actuelle, c'est souvent on veut un médicament ou un truc où on n'a aucun effort à faire et tout va bien. Donc oui, des fois ça fonctionne, mais généralement, il faut faire un peu d'effort, quoi. Et c'est ça qui va te pousser à te connaître toi-même et à vraiment sortir de ta zone de confort et commencer à être ce que tu as vraiment envie d'être au fond de toi. Et c'est bien, en fait, ça te responsabilise aussi. C'est bien de se responsabiliser, mais tout en sachant qu'on peut avoir de l'aide. T'es responsable, mais tu as beaucoup d'aide autour de toi. Et sers-toi de cette aide. C'est super important, quoi. Et le quatrième point, dernier point, en fait c'était juste, je voulais revenir sur comment faire. Donc comme j'ai dit, tu peux aller voir un accompagnant sur le site directement. Tu as le livre qui peut t'aider, donc renseigne-toi si ça t'intéresse. Si tu sais pas, si tu hésites, alors si ça t'appelle, ça t'appelle. Si tu hésites, je t'invite à lire les livres, ça te donnera quand même des bases hyper intéressantes sans forcément avoir à faire la méthode. Et après, c'est bien toi qui décides si tu sens que tu as besoin de faire tout l'accompagnement en entier ou non. Voilà, je crois que cette vidéo touche à sa fin, elle va être un peu longue. Hein. C'est un sujet assez long, mine de rien. De parler de la méthode d'André Charbonnier et de moi ce que ça m'a apporté. Je suis super contente de l'avoir fait. Personnellement, j'ai aucun regret. Ça m'a tellement apporté, ça m'apporte tellement aujourd'hui que j'en suis très très contente. Donc dans cet effondrement psychologique que j'ai vécu, qui était très très sympa, c'est une des choses qui m'a vraiment maintenu la tête hors de l'eau et permis de comprendre beaucoup de choses. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a eu les soins chamaniques dont j'ai parlé dans l'autre vidéo. Les autres choses qui m'ont bien aidée, je vais en parler dans les prochaines vidéos. Je pense que je vais en sortir 2 en même temps. Je vais voir si je suis motivée et si j'ai le temps. Mais en tout cas, ça sera dans l'ordre, une vidéo sur Kambo et une vidéo sur l'ayahuasca. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt. Passe une très 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 belle journée. Moi, ici maintenant, il fait super beau. Pito, qui dormait il y a un instant, te fait au revoir. Tu tombes un peu les castagnettes. Oh, elle me saoule. Au revoir.